Bien le bonjour les créateurs de sites internet, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va continuer notre exploration de Cloud Code et de la méthode BIMAD. Alors si vous arrivez sur cette vidéo, bref introduction, je m'appelle Johan, je suis créateur de sites internet indépendants. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Web and Free que vous avez ici devant les yeux, qui depuis très longtemps me permet de partager des contenus gratuits et payants pour apprendre à créer des sites internet, la plupart du temps avec WordPress et Elementor. Par le passé, j'ai été développeur et puis j'ai laissé un peu de côté le développement. Je le faisais uniquement quand j'avais besoin. Et en 2025, c'est passé beaucoup de choses. Premièrement, dans ma vie personnelle, j'ai eu un enfant. Malheureusement, il a pris une bronchiolite. C'est très mal passé pour lui. Il a été hospitalisé, il a pris d'autres infections, etc. Et il est sorti après plusieurs mois d'hospitalisation avec une maladie rare et chronique qui s'appelle la bronchiolite oblitérante. Et en même temps que ça, l'IA est arrivée dans nos vies de développeurs, webmasters, enfin pour tout le monde quoi. Et j'ai pas trop eu l'occasion de faire la veille et de suivre. Et du coup, je me suis dit, je vais associer ça, les deux mondes, et je vais faire une liste de vidéos, une playlist qui se retrouve ici sur la chaîne d'ailleurs, si ça vous intéresse, où on va monter un projet à destination de, ça va être un site de communauté en fait pour les personnes qui souffrent de la même maladie que mon fils. Afin de rassembler tout le monde. C'est une maladie très rare. Quand on cherche le diagnostic sur internet, on a envie de pleurer. Et en vrai, il y a des gens qui s'en sortent et j'ai envie de faire partie de ces gens-là et j'ai envie de montrer que voilà, il y en a d'autres. Et du coup, je veux créer une communauté en ligne autour de cette maladie. Et je me suis dit, mais pourquoi pas partager ça avec vous, en faire une veille et découvrir un peu comment ça marche, le code et tout ça. Donc voilà, vous avez le contexte. Ancien développeur, créateur de site internet, donc un peu geek. Je découvre tout ça. Ça fait déjà plusieurs vidéos que j'ai fait, donc si vous voulez aller voir ce qui s'est passé avant, je vous invite à aller voir la playlist. Mais en résumé, ce qu'on a fait au début, j'ai utilisé une méthode qui s'appelle la méthode BIMAD. Donc c'est grosso modo une méthode agile pour les développeurs. Méthode agile, c'est une manière d'organiser des projets. Et il y a eu toute une phase de brainstorming et tout ça. Voilà, c'était très très long. J'en ai fait 2 vidéos, je vous invite à aller voir. Mais grosso modo, on lance une IA avec Cloud Code. Donc ça se passe grosso modo dans l'interface ici. On lui dit BMAD, machin, lance ton truc. Et lui, il va réfléchir. Et donc il y a plusieurs fonctions. Il y a la fonction brainstorm, research, tout ça, tout ça. Et il a fait tout un tas de trucs, d'accord. Dans la dernière vidéo, je me suis arrêté sur l'architecture. Je devais choisir une architecture technique. Alors comme je vous l'ai dit, moi je suis un vieux développeur, donc j'ai fait du back-end et du front-end, mais à l'époque où on n'avait pas tous ces nouveaux frameworks, genre React et tout ça. Et du coup, je suis un peu largué sur cette partie-là, donc je me suis remis dedans un peu, je redécouvre. Et du coup, il m'a proposé une architecture avec Next.js et Prisma pour la base de données. Et tout ça, je voulais l'héberger sur mon hébergeur. J'ai un hébergeur cloud chez Hostinger. Et voilà. Et donc, on est parti là-dessus. Ok. Vous allez voir qu'il y a eu des rebondissements, donc restez bien sur la suite de la vidéo. Et à la fin de la vidéo, je ferai une démo de ce qu'il a fait au final. D'accord. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Et donc je suis parti et je lui ai demandé de faire Create Epic Story là et ensuite de lancer le dev. Donc Create Epic Story, qu'est-ce qu'il fait? Si vous avez déjà fait des méthodes agiles et des cahiers, des specs, des fonctionnalités, voilà, moi ça m'a rappelé quand je bossais en agence et qu'on faisait ça. En gros, il a fait pour moi les différentes stories utilisateurs avec les bons vieux en tant que développeur. Je veux initialiser. Donc par exemple, il a créé une story qu'il va devoir ensuite développer lui-même. Je veux initialiser le projet avec le starter template et les dépendances de base, avoir une fondation technique solide pour développement, créer un environnement de développement vide, Et là, j'ai pris un autre exemple, page d'accueil avec mission. En tant que visiteur, Sophie, je veux voir immédiatement la mission de la plateforme et comprendre que je ne suis pas seul afin de décider que ce site peut m'aider. Critères d'acceptation, given, je suis un visiteur arrivant sur la page d'accueil, when la page se charge. Voilà, il mélange un peu l'anglais et le français et tout ça. Mais voilà, il a créé plein de petites stories, je crois qu'il y en avait genre 6 x 10, un truc comme ça. Et en fait, pour ceux qui connaissent pas ça, c'est ce qu'on appelait à l'époque, je sais pas si ça s'appelle toujours comme ça, un cahier fonctionnel, un cahier des charges fonctionnelles, je sais plus, peu importe. En gros, on se met à la place d'une personne, donc en tant que développeur ou en tant que visiteur, et on met en avant les actions qu'elle va faire. On peut aussi dire comment on va pouvoir valider ça. Et c'est une manière agile de développer un cahier des charges grosso modo. Au lieu de lister voilà le site pourra proposer telle et telle fonction, en fait on va aller plus dans le détail en se mettant à la place de l'utilisateur qui va l'utiliser. C'est un truc très puissant pour faire des cahiers des specs fonctionnels et lui du coup l'IA il l'a fait quand j'ai lancé la commande Create Epics and Stories. Il en a fait plein comme ça voilà. Et puis au bout d'un moment je suis passé sur les Create Stories et Dave Stories et alors là il m'a créé tout un tas de trucs et c'est parti et c'était fou.
C'était complètement fou. Il a dev, il a dev, il a dev, il a dev. Voilà, alors c'est très long, il faut y aller. Toutes les 5 minutes, il s'arrête, donc il faut le relancer. Euh, Honnêtement, au début, j'avais programmé tous mes mardis pour bosser sur le projet. Et je faisais rien d'autre parce que je voulais découvrir. Et puis en fait, c'était tellement long que je me suis dit, bon, allez, je vais le faire tourner en fond. Je l'ai mis sur un deuxième écran et toute la semaine, je l'ai fait tourner en même temps que je bossais sur mes autres projets. Et ça a avancé comme ça. Donc c'est intéressant parce que petit à petit, je comprends aussi la logique et comment ça fonctionne. Et j'avance. Et vous allez voir, je vais continuer dans ma réflexion. Vous allez comprendre un peu ce qui s'est passé par la suite. Alors, il y a un moment donné, j'ai eu un gros bug. J'ai paniqué. Donc là, il a lancé des trucs. Donc là, je crois qu'il lançait. Ouais, il a développé un truc ou je sais pas quoi. Et puis moi, je lui ai dit, bah vas-y, dev-le. Et là, il m'a mis Happy Error 500, tout ça, tout ça. J'avais jamais eu cette erreur en fait. Et je me suis dit, merde, qu'est-ce qui se passe? Donc je lui ai demandé, je lui ai dit, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, ça vient d'Anthropic. Donc je suis allé chez Anthropic. Je vous présente le truc comme ça, comme je l'ai vécu, parce que pour vous montrer, si vous vous lancez aussi, que, en fait, il faut pas avoir peur de tester, parce que vraiment, j'y suis allé, je savais pas grand-chose, quoi. J'ai juste mon bagage technique du passé. Et donc là, je lui ai mis une capture d'écran, Anthropic, je lui ai dit, je ne sais pas quoi faire, je suis bloqué. Et là, il m'a dit, bah en gros, c'est normal et tout ça. Mais dans le doute, j'ai voulu aller sur Twitter. Donc je suis allé sur ma page Twitter. Et quand j'ai commencé à chercher un peu, je suis tombé sur un autre truc qui s'appelle OpenClaw. Et alors là, les gars, je suis parti dans une boucle spatio-temporelle. Je vous déconseille de le faire, mais vous savez, c'est le truc quand on fait de la veille et qu'on part dans des trucs et tout. Il y a un espèce d'outil qui est sorti, qui a un espèce je sais pas comment l'appeler, un robot, une IA en fait, une IA qu'on installe sur un serveur cloud VPS, voilà, on peut l'installer sur un Mac, on peut l'installer sur ce qu'on veut, et le truc il bosse pour nous, on peut dialoguer avec lui sur WhatsApp et tout ça, et donc je suis parti là-dedans, au moment, et puis bah, je me suis un peu noyé, et j'ai laissé de côté. Mais voilà, ça c'est un truc intéressant que je vais sûrement garder de côté, parce que c'est vraiment l'assistant IA comme on peut l'imaginer, auquel on peut lui faire apprendre plein de trucs. Genre, il y a un truc dedans qui s'appelle les skills, donc les compétences, et on peut lui charger des skills. Un peu comme dans la matrice, vous savez, dans la matrice, on se met un truc dans la tête là et on charge des skills. C'est un peu ça. C'est un truc de fou. J'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais avec, mais le peu que j'ai vu, c'est assez fou. Alors ensuite donc j'ai continué à développer et voilà et après il m'a fait des petits résumés donc là c'est le résumé épique donc si je reviens sur la partie je crois que c'est quand il fait le code review, ouais c'est le code review, donc en fait il fait ses devs et tout ça et dans une entreprise agile on fait les devs, donc on a des sprints dans la méthode Scrum, hein, on a des sprints, donc un sprint c'est une période, donc on va dire que les développeurs ils vont se réunir ensemble, donc là c'est des agents, et il y a le back-end, il va dire ah bah tiens moi je vais faire ça cette semaine, le front-end il va dire ça, et puis à la fin ils vont tous dev, il va y avoir un mur avec des post-it, c'est vraiment une bonne époque, moi j'ai fait ça, c'était vraiment cool, et ils vont faire une réunion, d'accord. Et donc cette réunion, c'était marrant parce qu'ils le font aussi. Les robots là, ils le font ensemble. Et puis bah voilà, ils se parlent. Je sais pas si j'ai pris. Voilà, par exemple là. Donc là, c'est tous les résumés de ce qu'ils ont fait et tout ça, la rétrospective et tout ça. Et puis bah ils se tapent des délires. Voilà, équipe assemblée pour cette rétrospective. Donc il y a Alice, le product owner. Donc c'est tous des agents ça. Bob, le scrum master. Charlie, le senior dev. Dana, le QA engineer. Je crois que c'est l'ingénieur QA, c'est quality. Je sais pas ce que ça veut dire. Quality. Je sais pas, si quelqu'un sait en commentaire. Elena, le junior dev, et Joe, moi, le project lead. Alors du coup, il nous demande, Joe, tu nous rejoins en tant que project lead, ta perspective est cruciale. Et moi, j'en avais rien à faire. Je leur disais, débrouillez-vous les gars, faites votre truc. Et j'ai laissé faire ça, à chaque fois, voilà. Et voilà, ils se tapent des petits délires, les défis rencontrés. Maintenant, parlons des défis. A-t-on eu des difficultés? Oui, j'ai vraiment galéré avec Prisma 7 dans Story 1.4, ça marchait pas, voilà. Postgre avec enfin, en gros ils ont galéré avec Prisma et je reviendrai là-dessus parce que moi aussi j'ai galéré avec Prisma. Okay, je bois un café. Et donc voilà, ils font leur petit truc. Donc on a répété. J'avais on va dire six gros chapitres de story à faire. Donc j'ai répété ça en plusieurs fois. Et puis arrive à un moment donné, ils m'ont dit bah les gars, ça serait bien de déployer ton install. Donc le truc c'est que moi, comme je vous l'ai dit, j'ai l'habitude à du PHP, du SQL, du WordPress. C'est de l'install standard, Apache, Nginx et tout ça. Voilà, tous les hébergeurs font ça. Sauf que Node.js, j'avais déjà fait des tests par le passé, mais c'est pas un truc que je déploie souvent parce que c'est pas là-dessus que je code normalement quoi.
Et bon, j'ai des potes qui font ça. J'ai déjà bossé sur des sites où il y avait d'autres devs qui faisaient ça, donc j'avais quelques notions. Mais voilà, donc j'ai un serveur cloud chez Hostinger, donc je suis allé dessus, j'ai essayé de le déployer. Donc pour ça, il faut un GitHub. GitHub, c'est une plateforme où on stocke le code, d'accord. Tout ça, à chaque fois, il s'est poussé sur la plateforme de GitHub. Et puis après, j'ai commencé à déployer. Alors j'ai galéré à déployer, ça marchait pas. Pour vous dire. J'avais des problèmes avec la base de données en fait, ça marchait pas, le Prisma là, tout ça. En gros, il voulait, vous savez, je vous avais dit tout au début qu'on avait choisi une architecture, voilà, et moi je lui avais dit, vu que je vais être chez Hostinger et que j'ai pas Postgre, Postgre c'est l'équivalent de MySQL, débrouille-toi, utilise SQL. Et ça m'a posé des problèmes. Honnêtement, j'ai réussi après longtemps. Je lui ai posé des questions pour m'aider. Voilà, j'ai mis Prisma en rouge parce qu'il m'a fait galérer ce truc-là. Oula, je suis en train de mettre des trucs partout. Voilà. Et en cherchant partout, euh, j'ai commencé à me dire qu'en fait, vouloir l'héberger chez Hostinger, c'était peut-être pas vraiment une bonne idée. En tout cas, chez Hostinger, Cloud Startup, c'était pas un VPS en fait. Il faudrait un VPS idéalement, mais j'en avais pas. Et j'avais pas envie de débourser des sous parce que c'est un truc de test et tout ça. Et je débourse assez là avec l'autre code. Et en plus, je suis un peu en galère, honnêtement, avec mon fils et tous les soins qu'on a à lui donner. Donc, j'essaye de trouver le, le juste milieu. Et donc, j'ai découvert, enfin, je lui ai demandé, et il m'a dit qu'il y avait deux trucs qui marchaient bien. Il y a Vercel pour l'hébergement et Néon pour les bases de données. Donc, je suis allé déployer mon GitHub sur Vercel, que j'avais déjà vu une fois pour un client l'année dernière. C'est pas moi qui avais géré ça, mais on avait fait toute une partie front-end. Moi, j'avais géré le back-end avec du Laravel. Et donc, c'était du Vercel. Et ça marche plutôt bien. Et puis, Néon pour la partie base de données, qui marche plutôt bien aussi. Mais j'ai encore pas découvert vraiment tout dans le détail. Ce qui est intéressant avec ces outils-là, c'est que en fait, ils ont développé tout l'interfaçage, notamment les MCP. MCP, c'est des moyens de parler en fait entre Claude Code et les plateformes. Et en fait, on peut dire à Claude Code directement dans le code, vas-y mon gars, dev le truc pour moi et push-le, mets-le sur Git et déploie sur Vercel. Et il le fait. C'est ouf parce que du coup, ça simplifie tout. Voilà, je vous disais, j'ai laissé Claude Code bosser pendant des heures, il bossait, voilà, et tout ça. Un truc intéressant aussi, j'en parlerai dans la conclusion, mais avant j'en parle quand même. Il y a un MCP aussi, Google Chrome. Ça veut dire que je peux dire à Google, dans le code ici, je lui disais, s'il te plaît, teste avec le MCP Chrome le site. Et du coup, lui, il lance une fenêtre Google Chrome et il va surfer sur le site. Et s'il voit des erreurs, il les note et après il les corrige lui-même. C'est assez fou. De la même manière, j'ai aussi fait, j'ai découvert un truc sur Cloud Code que je connaissais pas. En fait, il y a un mode plan. Ceux qui le connaissent bien, ils vont rigoler, mais moi au début, je ne le savais pas. Et en fait, il y a un mode plan comme ça. Ça c'est loin, c'est pas dans BMAD, mais en gros, le mode plan, ça va te permettre à Claude de réfléchir. Et donc, à un moment donné, je lui ai dit, vas-y, analyse tout mon code et réfléchis d'un point de vue sécurité s'il y a des failles. Et alors là, il m'a sorti tout un tas de trucs et après, il a corrigé. Il m'a dit, voulez-vous mettre en place le plan? J'ai dit oui. Ça, c'est très pratique. Du coup, je l'utilise aussi pour les sites au quotidien, pour faire des études ou euh, pour, euh, pour faire des plugins WordPress notamment. Maintenant, je fais des plugins WordPress sur mesure parce que vu que je peux le faire avec ça, c'est trop bien, c'est trop pratique. Donc voilà, donc il a bossé. Et là, je me suis rendu compte que je codais plus vraiment en fait. En fait, j'ai pas codé dans ce truc-là. J'ai piloté. Et ça change vraiment le game en fait parce que. Bon, bah, je me souviens ce que c'était d'être développeur. Moi, j'étais développeur à l'époque où on allait chercher les informations dans des livres. Euh, Là, c'est ouf parce qu'on demande un truc et il le fait. Et en fait, en faisant ça, je me suis aperçu aussi de toute la puissance de la méthode BIMAD. Parce que vraiment, ça permet vraiment de structurer le projet et de réfléchir à des problèmes qu'on pourrait en avoir pour avoir ensuite. Alors, je me pose la question s'il vaut mieux la méthode BEMAD ou le slash plan, comme je viens de vous le montrer. Je pense que BEMAD est plus puissant, mais le slash plan a l'air pas mal non plus. Et Claude Code, ils ont rajouté des trucs là cette semaine. J'ai vu notamment il y a des agents qui peuvent travailler ensemble et tout ça. Donc ouais, c'est assez fou. Honnêtement, ce truc là, c'est un truc de dingue. Ça accélère, enfin ça va à une vitesse incroyable le développement de ces outils là. Et je suis surpris. Donc on arrive à la démo, démo V1. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ça c'est le site sur Vercel. Et voilà. Donc il a fait un site. Pour vous dire, moi j'ai juste donné une idée de départ qui était ce que je voulais dire en début de vidéo. Je veux un site de communauté pour les familles qui sont touchées par la bronchiolite oblitérante. Il va y avoir des témoignages et les gens pourront s'inscrire et tout ça.
Et il a fait ça. J'ai presque tout le temps dit oui à toutes ces questions, sauf au début, quand il y avait dans la première vidéo, où il y avait des demandes bien précises sur comment ça va fonctionner, qu'est-ce que les gens cherchent et tout ça, sur les avatars. Là j'avais un peu introduit, mais tout ça, c'est lui qui l'a fait. Et j'ai presque dit oui tout le temps. C'est-à-dire, moi, j'ai rien fait en fait. J'ai juste dit oui, 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 vas-y, vas-y, vas-y. Ok. Donc, il a fait une page d'accueil, donc ça s'appelle test parce que c'est moi qui l'ai appelé comme ça. D'un point de vue marketing, c'est nul à chier, hein. Il y aura beaucoup de boulot là-dessus. Mais d'un point de vue fonctionnel, ça fonctionne assez bien. J'ai 4 langues parce que je veux toucher le truc mondialement. Donc, espagnol, portugais. Voilà. Donc, j'ai vu il stocke simplement les langues dans des fichiers de traduction. Et il a connecté une API avec DeepL si j'ai besoin de traduire ensuite les témoignages. Je crois que ça marche pas encore la traduction des témoignages, mais c'est prévu. C'est dans la partie 2 des stories, je sais pas quoi. J'ai fait que la V1 pour le moment. On peut se connecter. Voilà, je me suis connecté. Du coup, je peux retrouver les témoignages. Alors moi, j'ai mis un témoignage pour mon fils. Donc l'idée, ça. Après, il faudra que je simplifie tout le process parce qu'honnêtement, il est merdique le process. Je trouve que pour des gens qui n'ont pas l'habitude d'utiliser des sites, c'est vraiment pas pratique. Mais voilà, donc je peux avoir mon profil. Donc là, j'ai mis mon profil. Il y a la partie RGPD que gérer. Je veux gérer le mot de passe, paramètres et données. J'ai un truc pour télécharger mes données, supprimer mon compte. Ça, il a géré tout seul parce que dans la partie briefing au départ, il savait qu'il y avait une histoire de RGPD. Donc il a bien géré ça. Et ensuite, je peux mettre des témoignages. Donc j'en ai mis un hier. Et donc le témoignage, voilà, donc je mets le prénom, le pays, ça c'est moi qui lui avais demandé, le type de bronchiolite oblitérante, il y en a plusieurs, nous, par exemple c'est post-infectieuse, l'âge au diagnostic, alors là c'est en année, je trouve que c'est pas très pratique parce que ouais, mon fils il avait moins d'1 an, donc c'est 0. Et puis après là, je vais détailler, mais ça, il faut que j'avance, je change un peu la manière dont c'est présenté. Avant le diagnostic, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est pas assez précis, mais ça c'est un truc très propre à notre situation. Les conseils qu'on pourrait avoir, et le résumé court, et puis après accepter d'être contacté. Parce qu'en fait, l'idée, donc quand je fais ça, ça envoie, j'ai une interface d'admin aussi qui me permet d'aller voir qui a envoyé des choses. Et donc je peux publier le témoignage, et ensuite, je l'ai peut-être pas publié. Ah non, il s'est dépublié. Je crois que c'est admin dashboard. Hein, tac. Voilà. Voilà. Donc là, ça me dit, voilà, il y a une fiche en attente. Je peux aller voir les fiches en attente. J'ai la gestion des membres et j'ai un journal d'audit. Fiche en attente, Gabriel. Et donc là, je peux aller approuver la fiche ou la rejeter. Donc si j'approuve, voilà. Retour au tableau de bord. Et donc là, la fiche, normalement, elle est approuvée. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que j'ai des petits filtres là par pays et tout ça. Ça va être pratique par contre. Ça va être pratique. Et après, j'ai plein d'autres idées pour développer le site. Mais voilà, l'idée. Donc, ce qu'il faut bien se dire, c'est que moi, j'ai rien fait, hein. J'ai juste dit oui, 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 oui. Et ça fonctionne. Donc, imaginez. Donc, je sais que dans mon audience, j'ai un public de personnes qui ne sait pas coder. Imaginez ce qu'on peut faire maintenant avec des trucs pareils. Ça fait réfléchir à pas mal de choses. Je reviens sur mon petit schéma. On arrive sur la partie conclusion du coup. Qu'est-ce que je retiens de ça? Les moins. Je pense quand même que c'est difficile de se lancer là-dessus sans un bagage technique. Parce que moi j'avais ce que je vous dis, mes bagages techniques de développeur, donc je connais un peu les choses. Mais si je vais voir un peu le code, bon, j'ai compris que là il y a un dossier pour BIMAD et tout ça, il y a un dossier pour Claude. Ensuite là, c'est un framework Next.js. Donc, j'arrive à comprendre en fait, même si là c'est la config de la base de données. Ensuite, je connais pas tout, mais j'arrive à retrouver le public. C'est ce qui va être dossier public, j'imagine, SRC. Il y a des actions, il y a l'app. Enfin bref, il y a des components. J'imagine que c'est la partie design. C'est un framework que je connais pas honnêtement. J'ai jamais utilisé, mais j'imagine que tout ça c'est du design. Voilà. Donc j'arrive à me repérer et quand il y a des bugs, avec la logique que j'ai, j'arrive à me débrouiller. Après, pour ceux qui sont pas dev, ils vont se dire ouais c'est un peu trop compliqué quand même. Je pense qu'il y a moyen de se débrouiller en bidouillant. J'ai vu des gens sur Twitter notamment qui sont pas dev, qui font des trucs. À chaque fois, il suffit de poser la question j'ai un problème, ce code marche pas, et on peut se débrouiller. D'un point de vue marketing, j'ai trouvé ça nul. Honnêtement, voilà, la page d'accueil, elle est nulle. Ça n'a pas été réfléchi. Mais bon, c'est un truc pour coder. Est-ce qu'il a pensé au marketing? Non. Et puis, je vais pouvoir le gérer maintenant. Maintenant, je vais pouvoir avancer le marketing, mais là, tu n'es pas seul. Enfin, c'est nul à chier. Il y a vraiment des choses à faire. C'est vrai que là, il faudrait pouvoir découvrir les témoignages, ajouter un autre bouton, mettre son témoignage, et ensuite, il y a un flow pour s'inscrire et qu'il n'y ait pas de friction pour que ça se passe bien. Donc là, j'ai du boulot. Le design, on n'en parle pas. Voilà, ça fonctionne, hein. Ça doit être un framework. Je sais pas ce qu'ils ont utilisé derrière comme framework CSS, mais j'imagine que c'est un framework CSS. Peut-être, je crois que c'est Tailwind. Il me semble que c'est Tailwind. Bon.
ça marche, c'est simple. Il y a peut-être un peu de design à faire, mais ça marche. Et perte du plaisir de coder. Alors oui, ça c'est un truc. Euh, je trouve que c'est agréable de coder. Vous savez, pour moi, le code, c'est un peu comme un art. C'est un peu comme une passion, en fait. Il y a des fois, on n'a pas envie de coder parce que quand on en fait des jours et des jours, ça, on devient fou. Mais parfois, quand on a un truc à faire, il y a une certaine forme de réflexion, de recherche qui est assez plaisant. Et alors là, pour le coup, il n'y a rien de tout ça. D'accord. Là, c'est juste du pilotage et du vas-y, 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 vas-y. Non, vas-y pas, t'as fait une connerie. Et voilà. Et c'est une autre manière de voir les choses. Mais les points positifs. Fin de la barrière du développement, ça amène quand même un sacré avantage, c'est-à-dire que n'importe qui aujourd'hui, avec un minimum de logique et de réflexion et de patience et de curiosité, peut arriver à sortir un outil sur mesure comme ça qui fait quelque chose. Efficacité des tests, j'ai trouvé l'histoire du MCP un régal, ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, il y a un moment donné, je lui ai dit, donc lui, il a généré des tests, qu'on appelle des tests unitaires en code, donc c'est des tests qui vont tester des fonctions de code, grosso modo, pour ceux qui connaissent pas. Mais il est capable aussi d'aller faire des tests fonctionnels, c'est-à-dire il est capable d'aller ouvrir un navigateur par lui-même et d'aller tester le site. Ce qui, à l'époque où je développais, donc il y a 15 ans, 10 ans, on devait aller chercher un truc sur Selenium, moi j'étais au début de ça, aux prémices de ça, c'était le mémoire de fin d'études que j'avais fait. C'était un enfer. Là, c'est trop bien, c'est trop pratique. Il fait tout seul le truc. C'est vraiment incroyable. Alors, franchement, c'est vraiment incroyable. Vitesse irréelle. Alors, même si c'est long dans la démarche, je trouve que c'est irréel la vitesse où il code. C'est-à-dire, du moment qu'il est lancé, le truc, il pond du code. C'est incroyable. Et ça fait peur, ouais. On se dit qu'en fait, finalement, ouais, on va effectivement, je pense, les développeurs, les comptables, enfin tous ceux qui utilisent leur cerveau, ils vont vite être remplacés ou en tout cas leur fonction va être modifiée. Peut-être qu'on va piloter ce genre d'IA, voilà. Mais ouais, c'est fou. Test automatisé, j'en ai parlé. Workflow puissant, ouais, le BIMAD. Le BIMAD est vraiment, vraiment sympa. Maintenant, j'aimerais bien tester davantage le Claude/Plan parce que j'ai pas assez testé pour le coup. Je pense que je vais le tester là dans les upgrades que je vais faire de cette application. Capacité à lancer vite quelque chose de fonctionnel, bah ouais, clairement. Moi, je pense à tous ceux qui veulent créer des startups ou je sais pas quoi. Avant, il fallait trouver un dev qui allait faire, ça coûtait cher et tout ça. Aujourd'hui, un mec qui veut lancer un truc tout seul, il peut le faire. Et puis même, on peut vite tester des idées. Par contre, du coup, vu que ça devient facilement abordable, je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont lancer des choses. Et finalement, il n'y a pas grand chose qui va marcher. Je pense que la partie marketing et communication va rester importante. Au niveau des IA qui gèrent ça, je sais pas trop comment ça fonctionne encore, parce que je me dis qu'il y a quand même une grosse réflexion. Faut mettre un pied en arrière, voir comment on va amener du trafic, comment on va le convertir et tout ça. Et ça, l'IA sait le dire, mais elle sait pas le faire encore. Donc, je pense pas. Peut-être qu'il existe des outils, hein, et si vous en connaissez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais ouais, c'est super intéressant en fait. Honnêtement, dans tout ce truc-là, moi j'ai l'impression d'être redevenu un gamin quoi. Ça fait longtemps que j'ai pas été excité comme ça devant un outil sur un ordinateur, quoi. La dernière fois que ça m'est arrivé, ça devait être quand j'étais adolescent, que j'ai appris à faire des sites internet, que j'ai appris le HTML, quoi. C'est vraiment un truc de fou et c'est incroyable. Ce qui change pour les webmasters, donc si vous êtes webmaster, vous vous dites ok, bah qu'est-ce qui va changer pour nous? Moi je pense que, on va déjà boire un café. Je pense qu'il faut qu'on s'autorise à faire et vendre plus de choses. Si aujourd'hui vous êtes webmaster et que des fois on vous propose des missions où il y a des trucs un peu bizarres à faire, où vous sentez qu'il y a un plugin WordPress, mais vous n'avez pas lequel choisir et tout ça, bah aujourd'hui Claude Code et les IA comme ça qui développent des plugins par exemple pour WordPress, ça devient une alternative très intéressante. Et pourquoi pas, voilà. Et même faire des sites sans WordPress, j'y ai pensé aussi honnêtement. C'est intéressant aussi pour développer ses propres outils. Clairement, maintenant j'ai envie de développer mes propres outils. J'ai pas envie d'utiliser Figma par exemple pour faire les zonings. Là, j'ai fait un test. Je suis en train de faire un site e-commerce pour une cliente. Euh, j'ai fait des zonings avec Claude Code et c'était trop bien. C'est des zonings en HTML. Je passe plus par Figma. En fait, donc j'ai fait toute une recherche avant de ce que je veux mettre. J'ai listé les éléments, les conteneurs que je veux. Dans le header, je veux ça. Dans le hero, je veux ça. Dans ta, 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 ta. Et après, je lui dis, vas-y, fais-moi un site en HTML avec ça qui servira de zoning. Et après, il m'a fait un code HTML. Et après, je suis revenu dessus. Je dis, bah non, ça je veux pas, ça je veux, etc. Et petit à petit, j'ai façonné. J'ai publié sur un serveur
au Stinger et j'envoie à la cliente comme ça pour validation. Et je pourrais même très bien développer un système où je vais pouvoir gérer la possibilité d'avoir des commentaires directement sur mes pages HTML. Je pense que Claude Code est capable de le faire. Et du coup, je vais remplacer Figma comme ça. Et en fait, je me dis on peut remplacer tout notre process de création de site internet, nous, Webmaster. Et je me suis même dit que ça se trouve, on a même plus besoin de WordPress et d'outils comme Elementor Pro. Bon, là, je vais peut-être encore un peu loin. Mais pourquoi pas en fait si on arrive à générer des sites HTML comme ça avec une interface derrière pour gérer le contenu très simplement pour les clients et qu'on n'a pas des trucs un peu tordus, je pense au site e-commerce où il faut connecter à la banque populaire ou je sais pas quoi, voilà. Si on utilise un Stripe par exemple, euh, et pourquoi pas honnêtement, je pense qu'on arrive à une époque où tout est possible et tout va changer très vite. Donc voilà. Après, je pense qu'on aura toujours l'humain, il va avoir toujours un autre humain pour faire son site internet, par exemple. En tout cas, une bonne partie des humains feront ça. On n'est pas prêt de changer encore ce principe-là. Peut-être que dans 5-10 ans, ça sera différent, mais il nous reste encore une fenêtre en fait où je pense on peut continuer à faire nos prestations, à vendre bien nos prestations et à bien gagner notre vie et à faire des trucs encore plus quali qu'avant. Et c'est ça qui est intéressant. Mais sur le long terme, ouais, je sais pas, dans 10 ans, personne ne sait. Et je trouve dans 10 ans, on sera tous au revenu universel en train de. Peut-être en train toujours de faire du code, mais par plaisir, parce qu'on aura le revenu universel, on sera content. Et l'IA fera tout pour nous. Je sais pas, là, je philosophe, voilà. La suite pour moi, on va bosser le marketing. Alors, je sais pas si j'en ferai des vidéos, mais je pense que oui, n'hésitez pas à vous abonner. Marketing, on va simplifier les process. Donc, par exemple, le process de se connecter, laisser un témoignage et tout ça, je trouve ça un peu relou. Moi, je vais aller, en fait, moi, d'un point de vue marketing, je vais améliorer la page et tout ça, et je vais aller contacter directement les parents en fait d'enfants qui ont la même maladie que mon fils, pour qu'ils puissent mettre leur témoignage sur le site. Et donc, il faut que ça soit simple, il faut que je leur envoie un lien et qu'ils ne se prennent pas la tête, quoi, parce que si c'est compliqué, ils vont pas le faire. Et mon projet, c'est un peu une plateforme aussi où j'ai besoin du contenu des gens pour que ça vive. Hein. Donc, voilà. Donc, il va falloir que je bosse là-dessus. Avec une simplification des process, il faut que je bosse sur le référencement aussi. Je vais avoir une partie blog que j'ai pas développée encore, avec des articles sur la maladie. Et puis acquisition organique, donc ça c'est moi, je vais me débrouiller pour aller chercher du trafic. Et voilà. Donc ça fait partie des trucs que je dois faire moi. Je sais pas si je documenterai tout ça sur YouTube. Si ça vous intéresse, je peux éventuellement le partager. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Voilà. Ensuite, suite, mais hors ce projet sur la banque oblittérante, lancer des side projects. Voilà. Moi, j'ai des idées de projets, des projets que j'ai réalisés, que j'ai laissé un peu en stand-by, notamment des trucs que j'ai codés à l'époque. Et j'ai la flemme de me remettre dans le code parce que c'est du vieux code et voilà. Et je me dis que là, waouh, il y a potentiel de ouf. Donc ouais, ça me relance l'envie de faire des side projects et des sites un peu plus avancés, pas que du WordPress et tout ça, parce que ça devient abordable, ça devient cool. Et en fait, je pense que ce qui va faire la différence sur les gens qui vont réussir avec des side projects aujourd'hui, c'est plus la technique en fait, ça va être vraiment le marketing et la manière dont on va mettre en avant les choses. C'est passionnant, honnêtement, c'est passionnant parce que ça redistribue les cartes et on vit une ère passionnante. Formation, je me suis dit pourquoi pas. Je sais pas si ça vous intéresse, si vous voulez que je concatène un peu ce que j'ai découvert. Peut-être plus orienté pour les webmasters, pas les développeurs, parce que les développeurs, je pense qu'ils sont bien meilleurs que moi. Mais vu qu'on est sur une chaîne de base qui est plutôt orientée créateur de sites, WordPress et tout ça, si vous voulez que je crée une mini formation là-dessus, pourquoi pas, dites-moi en commentaire. Et puis, clairement, moi, ça va me permettre aussi de vendre plus de prestats de dev en tant que freelance, parce que des fois, je refusais des prestats de sites un peu avancés comme ça, parce que j'avais pas le courage de me remettre dans le dev. Et vu que j'avais pris un peu de retard, que je m'étais pas tenu à jour. Voilà, je me disais, j'en faisais une montagne en fait. Et aujourd'hui, je m'en fais plus une montagne en fait. Je m'en fais même, c'est enthousiasmant de pouvoir faire ça. Donc super intéressant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de votre attention. Vous avez vu, j'ai fait une animation incroyable, s'abonner. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez des questions par rapport à tout ça, ça me fera plaisir de répondre en commentaire. J'en profite pour remercier tous les gens qui m'ont envoyé des messages, que ce soit en perso ou sur la chaîne dans les commentaires par rapport à ce projet, à la maladie de mon fils. Mes parents aussi en France, ils ont publié un article sur un journal papier quoi, et aussi en ligne. Et il y a eu des partages, il y a même des gens de l'audience de la chaîne YouTube qui ont vu le journal et qui ont fait le rapprochement. Et je trouve ça cool. Et voilà, je suis vraiment content d'avoir pu mettre en avant cette maladie en ligne. J'espère que ça pourra aider mon fils pour nous mettre en avant, pour être en première ligne s'il y a des traitements et tout ça.
Et puis j'espère aussi que ça aura pu enthousiasmer des gens qui ont envie de faire des projets, que ça soit pour des trucs pas cool comme nous, mais peut-être d'autres projets aussi. L'idée c'était vraiment de découvrir et de partager en même temps. Voilà, dites-moi si vous êtes intéressé pour que je continue là-dessus, peut-être sur la partie marketing si je trouve des trucs intéressants. Je le ferai peut-être, voilà. Et c'est tout. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous remercie pour votre attention une fois de plus. Et puis à très vite. Ciao, ciao.